Oh, Julien. Hey, salut. Julien est avec nous. Nous sommes toujours en direct seulement sur patreon.com/Barbican Football Club. N'oubliez pas, laissez un commentaire, likez la vidéo. Si vous voyez la vidéo plus tard, vous n'avez pas Patreon, abonnez-vous pour des montants modiques par mois. On parle de, disons, 4 $ canadiens, 5 $ canadiens. Vous pouvez même prendre un abonnement manuel. Ça vous donne un rabais sur l'abonnement. Patreon.com/Barbican Football Club. Après le topo de Senior Joao, c'est le tour de Julien qui va nous parler un peu de marketing MLS. Julien, je laisse un graphique. Est-ce qu'il va marcher? Presque. J'ai pas mis le background violet. Ça tripe pour une autre fois. Catastrophe, c'est ce soir. Donc voilà, on va parler. It's fancy. It's fancy, je sais pas. Bon, on le garde parce que j'ai pas mis le violet par erreur. J'ai pas mis le c'est violet. parfait. Bah ok. Ouh. Marketing MLS. Donc le marketing MLS, si tu as vu Julien, est-ce que tu es en mute, tu nous entends? Ah, On c'est t'entend pas. ça, on t'entend pas. On t'entend pas. J'étais comme, on lui a dit bonjour. Vous m'entendez là? Vintage 2005. Allô, vous m'entendez? Pour ceux qui jouent au bingo, je pense que là, Oui, merci Sof. Bonsoir à vous, puisque vous m'avez pas entendu. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Effectivement, on va parler. Je vais faire un petit topo, mais ça va pas vraiment être le mercato MLS, mais plutôt le changement de cap de la MLS et comment le monde, même pas l'Europe, le monde voit la MLS aujourd'hui. Je vous ai fait, en fait, je suis parti de 2018. Pourquoi 2018? Je vais vous expliquer un peu après, mais en gros, c'est l'éclosion de Davis et c'est Alphonso Davies qui va signer au FC Bayern Munich en 2018. Avant, on a le souvenir que la MLS, c'est un championnat vitrine de pré-retraités. Beckham est arrivé à 32 ans, Kaka est arrivé à 32 ans, Henry est arrivé à 33, Zlatan est arrivé à 37. Donc, avant, en tout cas, c'est moi, j'ai pris mon repère de 2018. Avant cette terre de 2018 jusqu'à maintenant, on est sur, selon moi, une ligue plutôt rêve américain avec, oui, effectivement, de l'après ou de l'après footballistique, en tout cas, beaucoup de carrières qui vont se jouer, beaucoup de business, mais on n'est pas trop sur le football. Puis, en 2018, arrive Alphonso Davies. Donc, il signe au Bayern Munich, comme je vous l'ai dit, en provenance de Vancouver. Le transfert va coûter à peu près 10 millions d'euros, 8,5 plus bonus, c'est un package de 10 millions d'euros. Depuis son arrivée, Alphonso Davies, c'est 107 matchs avec le Bayern Munich pour 5 buts. Ça a été aussi l'un des premiers Canadiens à marquer, bien entendu, avec le Bayern Munich en Bundesliga. Aujourd'hui, la valeur marchande par transfert market de Alphonso Davies, c'est 70 millions d'euros, soit un x7. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là, le monde, et qui plus est, on va dire l'Europe, c'est-à-dire les 5 grands championnats, ont commencé à regarder la MLS de façon beaucoup plus footballistique, c'est-à-dire avec comme une pépinière finalement de talent. Et je vous ai mis quelques exemples parce qu'aujourd'hui, on parle vraiment d'une pépinière de talent plus qu'un championnat vitrine. On a Tajon Buchanan, le Canadien qui est parti signer au FC Bruges. On a Ricardo Pepi pour 16,5 millions d'euros qui part à Augsbourg en Bundesliga. Là, c'est même pas en Jupiler League en Belgique, c'est carrément en Bundesliga. On a Matt Turner qui Non, vient. on a envoyé, on a gardé le ticket de caisse, il vient pas. Non, Non, il vient pas. c'était officiel. Non, je rigole. Si tu peux le faire après ma chronique. Oui, c'est bon. On a Matt Turner, donc le gardien de New England, qui est parti donc signer certainement deuxième gardien, ou en tout cas faire la concurrence à Ramsdale à Arsenal en IPL. On a George Bello de Atlanta qui vient de signer à l'Arminia Bielefeld et qui a joué ce week-end. On a Kevin Paredes aussi en Bundesliga à Wolfsburg. On a Dick d'Orlando pour la Championship. Il faut savoir que la Championship, je l'ai mentionné parce que c'est peut-être le deuxième championnat qui a le plus d'argent au monde, Ah ouais, même parfois plus que la Liga, la Ligue 1, etc. Et puis j'aurais pu éventuellement mettre Caden Clark aussi, qui avait signé à Leipzig l'an dernier et qui maintenant est parti. Donc voilà, je voulais juste mentionner ça. Je vous les ai un petit peu mis pêle-mêle comme ça pour qu'on puisse voir un petit peu l'étendue. On a aussi un Mariel van der Werf qui est parti lui à Zwolle aux Pays-Bas. On a un Laria, de ce que j'ai vu, qui était parti à Nottingham Forest.
Euh, Pour Van der Ver, il revient à la maison quand même. Hein. oui, C'est pas comme s'il partait en Zimbabwe, quoi. C'est non, quand même c'est vrai. après Van der Ver, il va à Zvel, au Pays-Bas. Allez voir C'est mon vrai. oncle. Mon oncle était pas loin. C'est vrai, c'est vrai. Mais donc voilà. Et l'idée, en fait, aujourd'hui, c'est que on a souvent raillé finalement la MLS parce que c'était une ligue de pré-retraités. Et ce changement radical, je voulais voir avec vous, selon vous, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est la naissance de la MLS Next Pro là, avant c'était donc les académies, ce qui faisait que c'était un championnat ouvert aux très très jeunes, donc les scouts des clubs mondiaux pouvaient venir voir un petit peu. Est-ce que c'est le fait qu'on ait ouvert les transferts? C'est-à-dire que maintenant des clubs américains peuvent aussi acheter à coût de dizaines de millions d'euros, comme Atlanta sait très bien le faire. Voilà, je voulais vous entendre là-dessus parce que je trouve qu'on a parlé de Team Canada et du football qui prend un essor important au Canada. Mais j'avais envie de parler de cette ligue-là qui, j'ai l'impression, même si elle va rester effectivement dans ce cadre de non-descente, et pas de montée, pas de descente, dans un cadre de franchise, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, elle attire vraiment les yeux du monde entier. Et j'ai l'impression que le football nord-américain est pris au sérieux. Est-ce que vous avez des pistes pour étayer un petit peu mon argumentaire, ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord du tout et c'est Non, juste non, un effet de 100% mode? d'accord. C'est un excellent lien avec ce que Nathan avait présenté sur Charlotte FC. Charlotte FC, le Oui, nouveau c'est joueur d'ailleurs pour ça qu'on riche, les a là. enchaînés, ça, bien vu. Ce qui arrive dans le groupe WhatsApp, reste dans le groupe WhatsApp, pour toujours. Non, je blague. Mais c'est pour dire, oui, c'est ça. Donc, c'est un enchaînement parfait. Puis, en fait, je pense que c'est le capital. Le capital attire le capital. Donc, oui, les clubs MLS, via la directive de US Soccer surtout, et la MLS veulent du produit made by America, made in America, made for America, pour aider l'équipe nationale à tout prix. Ça, c'est une directive qui va jamais changer pour le moment. Mais aussi produire des bons joueurs, tu ramènes éventuellement des transferts vers l'externe. Et aussi, parce que aussi la MLS est positionné rapidement avec les Orlando de l'Atlanta comme un sorte de, de ligue de transition pour aller vers l'Europe. Genre, je t'attaque pour 5, je te vends pour 15. Donc, je vais faire du profit non seulement avec la billetterie et les hot dogs à 5 dollars, mais aussi à vendre des joueurs. Montréal essaie de positionner dans ce système-là. D'autres clubs comme Montréal sont surtout positionnés sur des joueurs de 27, 28, 30 ans qui étaient en top shape, mais qui n'avaient pas de valeur de revente nécessairement intéressante vers la fin. Je trouve que c'est juste que c'est le marché, c'est les scouts qui s'ouvrent à ça, c'est les relations, c'est les propriétaires américains en Europe qui prennent des joueurs américains alors qu'ils ne devraient pas, mais ils les prennent. Donc, ça donne l'exposure, ça donne les Américains ne sont pas mauvais. Ça donne des pépites comme Weston McKennie qui quitte directement l'académie pour se retrouver en Europe rapidement. C'est quand même fascinant. Il se débrouille très bien. Il n'est pas une fraude. On le voit en Serie A, genre, il joue bien. Ligue des Champions, il se débrouille bien, Weston McKennie. Donc, on voit que, je pense que les yeux sont comme les yeux de Mordor dans Lord of the Rings. Ils se tournent vers la menace depuis un bout. Puis, dès qu'ils ont une opportunité, c'est un marché comme les autres. C'est peut-être plus facile à Mais gérer. C'est peut-être plus facile à gérer que l'Amérique du Sud. Il y a moins que d'autres ligues, il y a moins de tracas, moins de problèmes financiers, voilà, mais voilà. Moi, je pense que c'est juste une ligue qui est sérieuse, qui était très sérieuse. Maintenant, tout le monde est tourné vers eux parce que c'est une source de capital et de joueurs intéressants. Red, je Ouais. te laisse la parole tout de suite, juste peut-être pour égayer ton. Là, Sofiane parle que le monde a tourné ses yeux. Est-ce que tu vois, toi, au contraire, un changement de la MLS aussi, peut-être avec beaucoup plus de. Tu sais, les clubs ont peut-être mis beaucoup plus d'argent sur leur académie, et parce que c'est un changement qui se fait pas. Là, j'ai pris Alphonso Davies, mais ça part de bien avant, puisque pour qu'Alphonso Davies, enfin, pour que les Alphonso Davies de ce monde puissent éclore, il faut bien mettre en place des politiques. Est-ce que tu as eu vent de ça, ou c'est plutôt comme Sofiane, le monde qui s'est tourné parce que finalement, en Amérique, on s'est joué aussi au foot? Moi, je pense qu'il y a deux trucs. Je dirais que tu as d'abord, certes, comme tu as dit, les académies. Je pense que ce que le FC Dallas fait, c'est exceptionnel de mettre autant d'argent. Ils mettent beaucoup plus d'argent dans les académies, dans les équipes de jeunes. Donc, puis même, je pense qu'on avait déjà parlé aussi que même au niveau des éducateurs, dès le plus jeune âge maintenant, il y a plus d'argent qui sont mis, il y a un peu plus d'expertise qui est mis à ce niveau-là dans la strate de la courbe, si tu veux, de progression. Je pense que c'est là qu'il fallait faire un changement, puisque la MLS, c'était le problème de la MLS, je vais en venir à mon deuxième point, c'est que le joueur moyen était très faible en MLS. C'était un joueur moyen faible,
des très très jeunes joueurs sans expérience, donc de facto assez moyens aussi, et tu avais un mec en pré-retraite qui était bien au-dessus du lot. Là maintenant, les joueurs moyens et les jeunes joueurs sont mieux formés, ils sont meilleurs. Puis je pense que pourquoi on se tourne vers là, je pense que c'est devenu aussi, comment je pourrais dire, une marchandise, pour garder le terme un peu vulgaire, qui est meilleur marché. Parce que là, quand on regarde les joueurs qui sont le plus exportés, ils viennent du Brésil, ils viennent de France aussi. C'est une matière première, pour bien que vous compreniez mon point, qui est très très chère. Je veux dire, là maintenant, un joueur au Brésil qui fait 10 matchs, il peut être vendu quasi 15 à 20 millions dans n'importe quelle équipe en Allemagne ou peu importe, tu vois. Alors, je pense que le joueur brésilien est devenu très cher, donc je pense que les recruteurs se sont tournés vers une matière première qui est plus abordable. Donc, le joueur américain, maintenant qu'on sait qu'il est mieux formé, ben, je pense qu'on se tourne vers ça. Il y a de l'argent, comme tu as dit, évidemment, Julien. Donc, je pense que ça change aussi l'imaginaire des gens, puis le niveau de la ligue. Mais pour conclure, je trouve que, paradoxalement parlant, je trouve que l'équipe américaine, moi, je la trouve plus faible maintenant qu'elle n'a été peut-être au cours si tu veux, des 10 dernières années. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas un joueur charismatique comme il y a eu Dempsey, Donovan, etc. Mais je trouve que l'équipe américaine, elle est plus faible malgré qu'il y a plus de joueurs qui sont exportés. Je pense qu'il n'y a jamais eu une équipe américaine avec autant de joueurs qui jouent à l'étranger, mais elle est quand même, moi, je la trouve plus faible. Et en même temps, tu as le Canada qui, eux aussi, qui ont plus de joueurs à l'étranger, mais elle est plus forte qu'elle n'a jamais été. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu dur à jauger par rapport au niveau, mais... Bah justement, juste Nilton, j'aimerais t'entendre là-dessus parce que tu nous fais pas mal de topos sur la ligue, etc. Juste pour que tu reprennes l'idée de Reg, est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais nous placer la MLS selon toi? Alors, Ouf. c'est pas genre non, mais Hein. ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on se rapproche un tant soit peu, par exemple, d'une ligue comme la ligue néerlandaise, la ligue belge, la ligue suisse, ou est-ce qu'on en est encore vraiment loin? Sans parler des 5 grandes ligues, mais juste parce que il y a 10 ans de ça, je te dis, quand je parlais de foot en Amérique du Nord, on me disait ça, c'est aller à un maxi CFA, voire bas de tableau national, c'est-à-dire 3e division française. Aujourd'hui, je te dis très honnêtement, une belle franchise MLS, ça va en Ligue 2 les yeux fermés, voire peut-être sur quelques matchs, un bas de tableau Ligue 1. Je parle des très grosses franchises MLS, selon moi. Waouh. Ça, c'est Ouais, moi. selon toi. C'est Il pas, a- c'est pas l'avis du CanFC, ça, c'est Non, le tien. non, Il a selon dit moi. quelques matchs, le gars. Oui, Ouais, mais mais par même, contre, moi, je pense que ça reste quand même qu'on que est. de la... ouais. Je pense qu'on est. C'est bien Là, ça sûr, c'est coïncide que avec la des- Ligue 1 qui est encore mieux. Il y a 3 ans, ça aurait été 100% vrai, là. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'on est. D'après moi. Je trouve que ces équipes-là, et Lincoln, je vais te laisser continuer, mais je trouve qu'on commence quand même à se rapprocher, même au niveau tactique. J'ai regardé des matchs de la MLS, etc. Je trouve que ça commence à changer. Est-ce que tu ressens ça ou c'est simplement Mais c'est un sûr, feu c'est de sûr que paille ça genre, change parce qu'on voit. Au niveau terrain, c'est compliqué. Cette question-là, là, je l'ai toujours détestée parce qu'au terrain, la construction d'une équipe MLS est tellement différente d'un effectif européen que c'est difficile. Il va y avoir des stars que Rennes, Brest, Nancy sont incapables de se payer, que la MLS est capable de se payer, mais la profondeur de ces mêmes clubs-là, c'est quand même du top par rapport à la MLS. Moi, ce que je vois comme preuve que la MLS est devenue très importante dans le marché mondial des joueurs, c'est qu'il y a des joueurs qui ont tranché en faveur de la MLS face à la concurrence de contrats. Je veux dire. ils sont restés une année de plus, tu veux dire? Non. Shaqiri quitte, là. Il aurait pu aller ailleurs, là. Donc toi, tu penses que c'est l'effet inverse alors? C'est pas les pépites qui... C'est Lorenzo. Quand Lorenzo Insigne, les nouvelles ont commencé à sortir, tous les Italiens du Québec trouvaient que ça n'avait aucun sens, que c'était une histoire complètement folle. Il signe quelques mois après avoir été champion d'Europe, en étant un joueur important, et pas du tout en fin de carrière. Il signe en MLS. Donc, la MLS
est une concurrente, pas à tous les gros clubs de tous ces ligues-là, mais elle est une concurrente. Et ce qui est devenu, et la twist qu'il y a eu, c'est l'arrivée de l'expertise, soit sud-américaine ou européenne, en MLS. Pas les joueurs, mais les directeurs sportifs, les coachs. entraîneurs aussi. Oui, c'est ça. Les scouts. Ah, exactement. Tout le staff Technique, technique s'est amélioré et s'est mondialisé. Avant, c'était une ligue nord-américaine, faite par les Nord-Américains, pour les Nord-Américains, avec des invités. Des invités surprises. Là, elle est devenue beaucoup plus globale et internationale. Et ça s'exporte parce que ces personnes-là ont des contacts à l'extérieur. Ces personnes-là, éventuellement, quittent la MLS pour aller ailleurs. Et Sofiane l'a dit aussi, même au niveau des propriétaires, il y a des Américains qui ont des équipes en Italie, en Angleterre, en Allemagne. Tout ça se mélange et ça devient un tout. La MLS fait partie de cette danse-là et les joueurs qui sortent de la MLS connaissent du succès, que ce soit l'ancienne façon de faire, c'était de les chercher dans l'académie avant qu'il y ait un contrat. Maintenant, la MLS a été capable de se positionner avec ce non-sens qu'ils avaient dans les frais de transfert. Ils se sont positionnés au niveau mondial et elle devient une ligue tout à fait normale comme les autres, avec des enjeux différents. Puis oui, avec cette tentation, la MLS est très star system. Là. Il va toujours avoir cette tentation, on le voit là, avec Tevez n'a aucun sens en MLS, mais il va en avoir un des 28 propriétaires qui vont dire « Ouais, mais Tevez, j'ai un quartier latino, ils vont venir. » Il va encore avoir ces réflexions un peu cons, mais qui n'est pas juste non plus. Ça existe aussi un peu ailleurs. Mais tu vois, pour compléter ce que tu dis, je trouve aussi, puis ça revient par rapport à ton topo du début, une franchise d'expansion comme Charlotte, je trouve les nouvelles franchises, ça donne aussi une possibilité supplémentaire. Je trouve qu'avant, la MLS était vraiment centralisée où tu avais le Galaxy, puis s'il y avait une star, elle venait au Galaxy. Moi, je pense, je peux me tromper, hein, mais à mon avis, un joueur qui a 32 ans, qui a plus trop le niveau de jouer comme dans les grands championnats, aller au Qatar dans un championnat qui est inexistant, et certes avoir un bon salaire, mais un championnat qui est inexistant, ou aller dans un championnat comme la MLS et vivre dans une belle ville. Hein. Je ne veux pas t'envoyer dans le fin fond de l'Ohio ou un truc comme un peu paumé comme ça. Je peux t'envoyer dans une ville quand même agréable. Je pense que ça peut être tentant, puis je pense que ça peut être un challenge qui est intéressant, justement. Puis je pense que la MLS, je pense pour ça qu'au final, tout ce côté d'expansion a son avantage, parce qu'avant, tout était vraiment centralisé dans que les grandes villes. Puis là, maintenant, je pense que la possibilité de te dire « je peux être dans une plus petite ville, mais je sais qu'en termes de qualité de vie, je vais être bien, je vais avoir un beau salaire, puis je vais jouer dans une ligue qui est quand même sensiblement compétitive, qui l'est beaucoup plus qu'avant, en tout cas. » Justement, Julien, je peux partager un truc? Vas-y, partage. Il y a un truc que Stinton en a parlé, je pense Reg aussi, puis j'y pense depuis un bout, c'est vous m'avez tué d'essayer d'en parler. Staff technique. J'avais vu le staff technique du Crew de Columbus, donc il y a quelques années, avant que Bezbalcheko vienne, mais je pense que ça a décollé depuis qu'il est venu. Regardez le staff technique en termes d'entourage de ce club-là. Donc, le président et directeur gérant, le coach, directeur de scouting et recruitment, vice-président soccer admin opération, directeur technique, assistant GM de l'équipe MLS Next Pro, le staff, les coachs, ils sont 1, 2, 3, 4 assistants avec le porter, sciences, performance, data analyst. This is fabulous. There's black people, there's women, there's old people, young people. There's great people. There's great people, they have no faces, incroyable. Mais regarde, et puis ils ont un staff hyper, mais vraiment, j'ai jamais vu un staff. Je suis habitué à Montréal, mais j'ai jamais vu un staff aussi dans le détail par rapport à ça. Mais Montréal aussi, ils ont du staff. Mais après, vous allez voir. Je vais vous montrer maintenant le prochain. Là, j'étais partant quand je l'ai vu. Et là, en fait, ton point, quand tu dis que tu partages ce staff-là, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à le volume pour un club comme Columbus, comment ils sont métamorphosés par rapport à ça, je trouve ça fascinant. Puis là, on parlait de Charlotte, parce que pendant que Newton parlait au début, je disais, mais Charlotte, ils ont quoi? C'est qui qu'ils ont là, Charlotte? Alors là,
Ils ont une structure Ah ouais, sportive ouais, ça, ouais. fascinante. Ils ont- Notre ami, nous, on cherche un président, eux, ils en ont 2. ils en ont 2, déjà. Le directeur Zoran, sportif, c'est Zoran, ça. le staff du coach, ils sont 4, normal. Après, tu as toute une panoplie de staff technique et de Check, scouting. Steve Regarde, Walsh, c'est lui, le gars. regarde. C'est lui le Special advisor, le gars de Leicester, il est special advisor. Donc, Ça, ils c'est ont toujours toute cette bien avec équipe-là Special dans le staff Advisor. technique Ouais. côté gauche, là. C'est un rôle classe. 1, Just a special advisor. 2, 3, 4, 5, 5 personnes dédiées au staff technique qui sous le directeur et pour le staff du coach. Le scouting, ils ont le directeur du scouting. Le head de techno scouting. Scout Amérique du Nord, Qu'est-ce que t'as international dit, et le Europe de djihad? l'Ouest.